La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. Le professeur Tournesol, à la suite d'un accident, était devenu amnésique. Grâce au capitaine Haddock, il a retrouvé la mémoire. Mais, sans qu'il s'en doute, M. Baxter, l'ingénieur Wolf, Tintin et le personnel du centre atomique de Sbrodge ne sont pas les seuls à se réjouir. Dans un bureau souterrain du côté de Clove, Miller et quelques-uns de ses acolytes ont l'air très satisfaits. L'opération Ulysse va pouvoir suivre son cours. Quelques jours ont passé, et un matin, nous retrouvons nos amis dans le bureau de M. Baxter, devant une fusée miniature de 1 mètre de haut environ. Et c'est dans une semaine, messieurs, dans la nuit du 2 au 3, à 1h34, qu'aura lieu le grand départ. Tout est-il au point? Bonjour, n'est-ce pas? Voyons, vous, Wolf, Monsieur Baxter. vous êtes chargé de l'approvisionnement en vivres et en matériel. Bien sûr. Où en êtes-vous? Eh bien, le chargement s'est poursuivi. Les vivres ainsi que les pièces détachées du char sont déjà en place dans les soutes. Je n'attends plus que les instruments d'optique destinés à l'établissement d'un observatoire sur la Lune. Bien. Et ces instruments, vous pensez les avoir... Eh bien, l'usine d'Iéna, malheureusement, m'a fait savoir qu'il y avait eu des retards dans la fabrication. Mais de toute façon, elle m'a formellement promis que les matériels seraient fournis la veille du départ. Alors, de cette façon... Un instant, vous permettez? Je vous en prie, monsieur. Allô, oui? Quoi? Dans la zone interdite? 3. On procède à un interrogatoire. Bon, tenez-moi au courant. Encore des espions, monsieur Baxter? Oui, vous avez entendu, messieurs. Ça, je m'en doutais. La Zeppo vient d'appréhender 3 individus qui circulaient dans la zone interdite. Effrayant. Bien entendu, ils ont déclaré que voulant faire l'ascension du Stop Knoll, ils s'étaient égarés. Tous sur la même chose. Chaque fois qu'on arrête quelqu'un, c'est le même refrain. Évidemment. Vous voyez que malgré toutes les mesures de précaution que nous prenons, il y a toujours moyen pour un homme décidé de franchir les barrages. C'est certain, mais il faut évidemment absolument renforcer tout. Bon, où en étions-nous? Ah oui. Donc, Wolf, de votre côté, sauf ce retard dans la fabrication des appareils d'optique, tout est en ordre. Absolument, monsieur Baxter. Et vous, capitaine, les secteurs air, température, sécurité? Tout est en ordre, monsieur Baxter. Et vous, professeur? Tout est prêt, monsieur Baxter, sauf le scaphandre lunaire de Milou, dont on doit en ce moment terminer la mise au point. Pauvre Milou. Nous le retrouvons en effet dans le studio d'essai radio. Un ingénieur en combinaison de travail blanche lui ajuste son scaphandre. Un scaphandre orange tout à fait à sa taille. Le voilà donc emprisonné dans un appareil à pattes et queue articulée. Sur le dos, une bouteille d'oxygène et un dispositif radio. Sous le ventre, une petite boîte carrée avec des boutons de commande. Quant à la tête, comme celle de Haddock lors des essais, celle de Milou est enfermée dans une cloche de plexiglas comme un poisson rouge dans un bocal. Le pauvre toutou ne semble ni très rassuré, ni tellement content. Voilà, ça y est. Il n'y a plus qu'à faire l'essai de la radio. Bon, tu peux y aller, je suis prêt. Milou! Pour qui ce joli petit os? Dis donc, regarde ça, s'il se lèche les babines derrière sa vitre. Oui, mais justement, quand je veux essayer la radio, il ne dit plus rien. Hein, Milou? Oh, le bel os! Ah! Eh bien, parfait. Tout marche bien. Oui, et bien des essais comme celui-là, Milou s'en souviendra. Un si bel os. Pas moyen de l'attraper avec cette maudite cloche de plexiglas. Quel dommage. Et tandis que Milou réfléchit à la tristesse de sa condition, dans le bureau de M. Baxter... Eh bien, messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous féliciter. Mon travail de fait. Vous avez réussi à triompher de toutes les difficultés qui semblaient rendre impossible la réalisation d'une fusée de ce genre. Absolument. Et maintenant, vous pouvez disposer. Merci, monsieur Baxter. Au revoir. Vous venez, capitaine? Nous allons chercher Milou au laboratoire. Oui, je viens. Dites donc, Tintin, regardez Tournesol. Rien ne vous frappe? À première vue, non, capitaine, non. Oui, moi, oui. Mais je n'ai pas les yeux dans ma poche. Oh!
Oh, cette porte. Aïe. Oh, 1000 millions de 1000 sabords. Mais vous vous êtes fait très mal, capitaine? Eh oui, oh, j'avais pas vu que cette porte était ouverte. Bah, vous savez, pour quelqu'un qui n'a pas les yeux dans sa poche, vous feriez mieux de regarder devant vous, je suis Et désolé. tout ça pour regarder cette espèce de phénomène de tournesol. Oh, tonnerre de bref. Ce phénomène de tournesol? Et pourquoi donc le regardiez-vous, ce phénomène? Ah? Eh bien, Tintin, vous remarquez à présent, il n'est plus sourd. Il entend comme vous et moi. Parole, c'est vrai. Mais d'abord, j'ai jamais été sourd. Je suis un peu dur d'une oreille, simplement. Mais pour le voyage sur la Lune, je tiens à entendre parfaitement les indications de la radio. Voilà pourquoi je me suis procuré un appareil acoustique. Vous n'auriez pas pu le dire plus tôt, non? Oh, ça m'aurait évité de m'écraser le nez sur cette porte. Mais aussi cette manie de toujours laisser les portes ouvertes. Il a raison, fermons cette porte. En tout cas, je vous retiens, vous et votre appareil acoustique. Oh, hey, oh, oh, 1000 millions de 1000 sabords. Mais qui donc s'est amusé à refermer cette porte? On n'aurait pas pu attendre que je sois sorti. 1000 sabords de tonnerre de bref. Eh oui, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Mais comme Haddock la croit fermée quand elle est ouverte et ouverte quand elle est fermée, le choc est toujours brutal. Oh, non, alors. Oh, ça va comme ça. 1000 sabords, on ne m'y prendra plus. Oh, tonnerre de Brest. J'en ai laissé tomber ma pipe et j'ai oublié de la ramasser. Je vais y retourner. Tiens, ils ont de nouveau laissé la porte ouverte. Oh, 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 oh. Mais enfin, mais capitaine, mais qu'est-ce que vous faites? Mais 1000 milliards de 1000 sabords. Mais est-ce que vous le faites exprès, Tournesol, oui ou non? Dites-le moi, mais dites-le. Mais capitaine, je suis désolé, écoutez, je pouvais pas deviner que vous alliez revenir, moi. Et ma pipe, alors, vous croyez peut-être que j'allais la laisser? Non, mais... Oh, ma pipe. Où a-t-elle pu tomber? En tout cas, je retiendrai tous les portes. Ah, là voilà. Elle était juste derrière la porte. Une chance qu'elle ne se soit pas cassée. Oh, 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 oh. Une bonne nouvelle, monsieur Baxter. Pauvre capitaine. Cette fois vraiment c'en est trop. À quatre pattes derrière la porte, sur le point de ramasser sa pipe, tout à fait cassée maintenant, il est envoyé knock-out au sol par l'entrée un peu brutale de Wolf. Haddock se sent marqué par le destin. Laissons-le se relever, si vous le voulez bien, et transportons-nous une seconde chez Miller, que nous surprenons en compagnie du colonel Jorgen. Alors, colonel, toujours décidé? Plus que jamais, Miller. Vous ignorez peut-être que j'ai un vieux compte à régler avec ce petit Tintin. Décider à quoi? Tout ça est bien inquiétant. Et comment faire pour alerter M. Baxter, qui apparemment ne se doute de rien? Alors, Wolf, c'est bonne nouvelle. Ah, c'est vrai, monsieur Baxter, j'allais oublier. Tenez, un télégramme des usines d'Iéna. Les instruments d'optique arriveront lundi matin. Ah, parfait. C'est en effet une excellente nouvelle. Dites-moi, Wolf, vous retournez au chantier? Oui, je vais continuer à surveiller le chargement du matériel. Voulez-vous m'attendre quelques instants au garage? J'ai à chercher un petit colis que je vous demanderai de déposer dans l'armoire qui m'est réservée à bord. Entendu? Merci. Et quelques instants plus tard, Haddock, portant non pas un petit colis, mais un volumineux paquet orange, rejoint Wolf dans le garage. Voilà, je ne vous ai pas fait attendre. Pas du tout. Mais dites-moi, la grosse caisse que portent ces deux hommes, c'est pour vous aussi, là, avec étiquette fragile? Oui, bien sûr. Attention, tiens la bien droite. Oh, c'est lourd. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse, capitaine? 2 ou 3 bouteilles de whisky. Vous comprenez, il va faire un froid de canard là-haut, alors je prends mes précautions. 1000 regrets, capitaine, mais les boissons alcoolisées sont interdites à bord. Il est prévu quelques rations de rhum pour les cas d'urgence, mais c'est tout. Et ce gros paquet-là, contient-il? Un peu de tabac pour ma pipe. Désolé, capitaine, mais les instructions sont formelles. Défense des fumées à bord. L'approvisionnement en oxygène est largement suffisant pour la durée du voyage, aller et retour, mais il ne s'agit pas de le gaspiller. Non, croyez que je le regrette infiniment. Ah, c'est comme ça. Et vous vous imaginez que dans ces conditions, je vais m'embarquer dans votre espèce de cigare volant? Mais capitaine... Jamais, vous m'entendez? Jamais, c'est fini, j'en ai assez. Je ne- Allez sur la Lune, sur Mars, sur Jupiter, allez vous promener sur la Grande Ourse, où vous voudrez. Mais, capitaine, Quant à moi, je- ma décision est prise, et bien prise, je ne pars pas. Allez les gars, demi-tour, nous ramenons tout. Et je reste avec mon whisky et mon tabac, vous entendez, Wolf? Je reste, je ne pars pas, compris? 1000 millions de sabords, je ne pars pas.
Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Illing le capitaine Haddock, Jacques Dufilot Tournesol, Yves Arcanel Baxter, Jacques Muller Wolf, Marcel Bozuffi l'espion, Robert Chandot le colonel, et les voix de Jacques Lassalle et Jacques Mancier, avec Milou. Chef opérateur du son, Jean-Just Fogg, bruitage et effets sonores, Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante Michel Pietri, réalisation René Villemet.